Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Étienne Cassagne est un ancien sportif de bas niveau et amoureux des gens. Après 10 ans de marketing, la quête de quelque chose de plus grand pousse Étienne à se diriger vers l'accompagnement des individus dans leur transformation positive. C'est comme ça qu'il cofonde Boost avec ses deux acolytes JB et PE en 2020. C'est une entreprise à mission qui aide les individus et les organisations à tirer le meilleur de leur potentiel en passant d'une logique de ressources à une logique de richesse humaine. Vous comprendrez vite pourquoi j'ai voulu les interroger tant nos missions et nos valeurs sont proches. Et ceci aussi pour passer d'une logique de concurrence à une logique de partenaire dans la cause que nous défendons. Bonjour Étienne. Bonjour Cécile. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis très content d'être avec toi. Et ben moi aussi, je suis super contente. Entrons Étienne tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est ta plus grande fierté dans le fait d'avoir co-créé Boost ? Alors, la plus grande fierté, je pense que c'est d'avoir mis en place une idée qu'on avait au tout début et de la voir vivre au quotidien. Ça veut dire que on avait vraiment à cœur de monter une société, une entreprise différente qui voulait porter des valeurs fortes, mais aussi dans sa manière de vivre et d'exister, qu'elle soit vraiment unique et qu'elle chamboule un peu les codes des entreprises traditionnelles. Et pour le coup, c'est ce qu'on s'astreint à faire au quotidien avec mes deux associés et puis toute l'équipe. Donc, je pense que c'est la plus grande fierté. Et en quoi tu dirais qu'elle est unique, en tout cas qu'elle a quelque chose de spécial ? C'est quoi votre spécificité ? Je pense qu'au-delà de nos métiers, de notre métier, ce qui diffère vraiment, c'est le rôle qu'on donne, je pense, à chacun des personnes qui travaillent avec nous. Je dis pas qu'elle est unique, en tout cas, elle est sûrement, elle fait sûrement partie d'une bande d'entreprises et on fait partie d'une bande d'entrepreneurs qui a vraiment envie que chaque personne et que chaque booster, comme on les appelle, sont vraiment partie prenante du projet. Donc ça va être aussi bien dans la responsabilisation que dans la liberté aussi d'expression, dans la responsabilisation de chacune de ces tâches et dans la contribution en fait aussi à la fois au business du projet, mais aussi à la vie en fait de la boîte. Je pense que concrètement, on est vraiment une entreprise collaborative en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous et qu'on veut vraiment voir au quotidien en fait. Vous êtes aussi une entreprise à mission ? Exactement. Nativement ? Alors presque nativement, dans les faits, puisqu'en fait, il a fallu un tout petit peu de temps pour qu'on se dise non mais ici, il faut vraiment qu'on l'inscrive dans les statuts. Quelques mois où en fait on a réfléchi sûrement à plusieurs options et on s'est dit que ça pouvait être un bon départ. Disons que je vois pas le fait d'avoir transformé nos statuts pour être entreprise à mission comme une arrivée, mais vraiment un départ en fait. On voulait monter une boîte différente et on s'est dit comment on peut à la fois le montrer aux autres et à la fois nous contraindre entre guillemets à être différents et à penser à d'autres enjeux que simplement finalement développer la boîte traditionnellement. Donc en effet, on a développé nos statuts d'entreprise à mission, notre raison d'être et des missions qui sont très liées à nos métiers, sur l'humain, sur nous ce qu'on appelle les richesses humaines. Et en même temps, on voulait aussi contribuer à la transformation de notre économie et la contribution positive pour lutter contre le changement climatique. Donc on a aussi mis cette mission-là de lutte contre le changement climatique au cœur de nos missions d'entreprise. Ok. Et justement, tu parlais de responsabilisation, de la façon dont vous travaillez tous ensemble, etc. Toi, comment tu définirais vraiment la gouvernance de Boost ? Oui, alors je me rappelle quand on a préparé, je t'avais dit, en fait, on n'est pas une entreprise libérée parce que en vrai, on n'a pas eu à se libérer. Je pense qu'on est une entreprise libre, en fait. Déjà, c'est un peu le concept entre guillemets qu'on voulait se donner, c'était que c'était une entreprise libre où chacun
peut et finalement presque doit se sentir libre d'exprimer son point de vue, mais même de donner une idée, de proposer un changement, etc., etc. Donc déjà, c'est un concept d'entreprise la plus libre possible, où en fait chacun doit participer aux décisions, doit peser sur l'organisation de la société. Et après, d'un point de vue de gouvernance, on essaye aussi de créer des manières d'organiser le travail aussi différentes, puisque même si chacun a son poste, a sa fiche de poste, a son rôle à jouer dans la structure, il y a toujours un fonctionnement aussi un peu une partie des tâches liées à ce qu'on doit faire pour faire progresser la boîte, et puis une autre sur des fonctions plus transversales où on vient en fait mettre des aptitudes un peu particulières sur d'autres projets. Nous, on appelle ça, on n'a pas inventé non plus le concept, mais on appelle ça les cercles de compétences en fait. Ouais. On vient développer par exemple la communication, et tu vois, la gouvernance de la communication, c'est pas un chef de la communication, c'est une cellule communication, c'est un cercle communication, tu vois, où les meilleurs et ceux qui veulent communiquer, alors il y en a une particulièrement qui est dédiée à 80-90% à la communication, et puis les autres qui viennent apporter du temps, des idées, tu vois, leur patte à notre communication boost. Donc ça, c'est un exemple de manière de gouverner. On a aussi la prise de décision qui peut parfois être assez atypique. 2 points là-dessus. La première, c'est on a tout de suite voulu créer un mini CE. Ça, c'était quelque chose de très important pour nous, pour en parallèle des 3 associés, vu qu'on a monté la boîte tous les 3, on était là dès l'origine, d'avoir une entité hors de nous qui réfléchit aussi aux problématiques de l'entreprise, qui réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire bien-être chez Boost. Donc, et qui nous soumet leurs idées, leurs éventuelles décisions, l'impact de leurs décisions, etc. Donc c'est la première partie d'une gouvernance un peu différente. Un autre exemple, ça va être, par exemple, on a créé ce qu'on appelle des points sans points. Ça, je dédicace ça à Alice dans l'équipe. C'était le besoin, c'était de parler de choses sans savoir de quoi on allait se parler. Et donc, c'était vraiment de se créer des temps, tu vois, comme des bulles dans les moments de rassemblement, autour d'1 heure, 1 heure et demie. Au début, on avait calé quelques minutes. Je me rappelle, le premier point sans point, on avait dû caler 30 ou 45 minutes. Et puis tout de suite, il a duré 2 heures parce qu'en fait, on avait beaucoup de choses à se dire et beaucoup de choses à partager, beaucoup d'idées en fait d'amélioration à apporter les uns les autres. Et donc, on est tous là dans ces moments-là, tu vois, et on décide. Et franchement, quasiment les plus grandes décisions de l'entreprise ont été prises à ce moment-là. Donc c'est ça qui est assez drôle, c'est au moment finalement où on s'y attend le moins, même si maintenant on est habitué et on a hâte, tu vois, d'avoir ces points sans points. Mais à l'époque, c'était dans ces moments-là que se prenaient les grosses décisions d'entreprise. Donc voilà un peu des exemples de gouvernance chez nous. Ouais, c'est marrant, c'est dans un point plutôt non officiel que vous prenez les plus grandes décisions au final. Exactement. Il me semble aussi que vous avez une façon un peu particulière qu'on voit vraiment pas beaucoup ailleurs, dans la façon d'être dans vos locaux. Comment on travaille chez vous physiquement ? Oui, alors les locaux, ça a été des bureaux au début 2020, 2021 et une partie de 2022. On avait des petits locaux dans Paris. Et puis finalement, la taille de l'entreprise grandissant, et puis aussi les recrutements se faisant de plus en plus en province, sans forcément amener les gens à vivre à Paris, on s'est posé la question de quelle était finalement la meilleure formule pour nous. Et on est allé depuis on loue une maison à l'année et on en fera un lieu de vie, etc. jusqu'à on n'a plus de locaux du tout et on trouve une autre formule de travail. Donc on est parti sur cette piste-là en juillet de l'année dernière, donc ça va faire 1 an maintenant. Donc on n'a pas de locaux fixes en fait à l'année. En revanche, on a des moments de rencontre. Donc tous les mois, on loue généralement une grande maison plutôt en région parisienne parce que ça centralise à peu près tout le monde. Et on y passe 3 jours tous ensemble. Pour ceux qui peuvent venir, qui aussi choisissent de venir, ils sont invités à venir dans cette maison. On y partage notre quotidien de booster, donc nos rendez-vous, mais on se garde un peu de temps pour être tous ensemble. Mais on vit vraiment notre vie en fait de travailleurs classique. Il n'y a pas forcément, à part les fameux points sans points, il n'y a pas forcément de moments identifiés. Et puis sinon c'est chacun soit chez soi, soit on se retrouve dans des coworks, soit on se retrouve dans des cafés. À Paris, on a quelques endroits où on se retrouve. À Bordeaux, il y a trois de nos boosters qui sont à Bordeaux, ils se retrouvent aussi de temps en temps. Et de temps en temps aussi, on bouge à la rencontre des uns des autres. Et par contre, une fois tous les trimestres, là, on se pose 4 jours en province, tous ensemble,
où là c'est vraiment plutôt un format séminaire. On se pose sur ce qui a été fait, vers où on va, on essaie d'avoir une activité aussi tous ensemble. Voilà, c'est un peu le pendant de, on se voit pas tout le temps, mais quand on se voit, on a vraiment envie d'en faire des temps ultra qualitatifs, où c'est un vrai choix d'être ensemble. Et ce que je dis souvent, quand on épluche des pommes de terre tous ensemble, eh ben ça crée d'autres types de discussions, d'autres types de relations que finalement se voir sur un format bureau de 9h-19h ou peu importe les horaires, mais tu vois, donc ça crée vraiment des liens différents et du coup ça crée cet esprit plus communautaire qu'on voulait aussi au début. Et qu'est-ce que tu aurais du coup comme retour d'expérience sur ce sujet? Qu'est-ce qu'en disent vos collaborateurs? Ouais. Alors déjà, c'est un sujet qu'on revoit. Tu vois, ça fait 1 an et on l'a déjà revu 2 fois. Okay. C'est-à-dire, quand je dis on le revoit, c'est on organise un temps dédié à ça en fait dans notre agenda. On a 1h30 généralement pour que tout le monde donne son point de vue, fasse les pour, les contre, et puis qu'on décide collectivement de la marche à suivre en fait pour les 4 mois qui suivent. Ça, c'était un peu le deal quand on l'a fait à l'été dernier. C'était pas qu'on s'assoit sur notre position, et en vrai, ça c'est quelque chose qu'on fait quasiment pour toutes les décisions. C'est on part sur quelque chose et on assesse en fait quelques mois après pour voir si les changements qu'on avait pensés au moment T, c'était les plus appropriés et correspondaient aux besoins de chacun. Donc ça, on le fait tous les 4 mois. Et d'ailleurs, tu vois, le dernier a provoqué un changement puisqu'à partir de janvier, on va louer un bureau tous les jeudis dans Paris. Ok. Tu vois, donc une journée en fait, un endroit de rassemblement. Parce que pour le coup, on a des nouveaux arrivants en septembre, des alternants et puis quelques recrutements ouverts, et il n'est pas impossible qu'il y ait des Parisiens dans la boucle, donc ça veut dire une petite dizaine de Parisiens. Mmh. Et ça tenait à cœur justement aux Parisiens d'avoir un point de rencontre une fois par semaine. Et puis pour les autres, ça leur permet aussi de venir, s'ils le souhaitent, pour passer le jeudi avec nous de manière plus récurrente. Donc tu vois, ça a été un point d'optimisation. Et sinon les retours en fait, c'est un peu comme beaucoup de choses qu'on a ouvert nous chez Boost, c'est que la liberté, ça offre plein de choses, mais ça oblige quand même une certaine responsabilité et une certaine rigueur en fait dans son travail. Pareil, on n'a pas d'horaire en fait chez Boost, on réfléchit pas à se dire voilà, on ouvre entre guillemets la boutique et on la ferme. Donc en fait, ça veut dire que chacun est responsable aussi de la qualité de son travail, chacun est responsable de la rigueur qu'il va mettre dans son travail, chacun est responsable de l'intensité qu'il va mettre dans son travail. Et en gros, on s'auto-évalue sur le fait que oui ou non, tu remplis ta mission pour le compte du collectif. Donc ça présuppose pas mal de rigueur personnelle. Donc tout le monde a travaillé sur son agenda type, tu vois, et l'a communiqué à tout le monde. On a des agendas partagés, pas du tout pour regarder ce que les uns et les autres font, mais vraiment pour s'organiser au quotidien. Et puis on essaye au maximum, même en dehors de ces temps-là, d'aller les uns chez les autres. Donc pour créer du lien. Ça c'est super important. Et après l'autre le pendant ultra positif, c'est tu vois qu'il y en a 2 qui sont partis à l'étranger pour vivre l'aventure Boost. Il y a Anaël qui est parti à Bruxelles et Pierre qui vient juste de partir à Barcelone. On n'a pas de contraintes d'emplacement, on a juste deux choses qu'on donne à tout le monde, c'est que les déplacements en train soient possibles globalement pour rejoindre nos points de ralliement mensuels et trimestriels. Et ensuite qu'on soit sur le même fuseau horaire à peu près, oui. +1, -1, tu vois, pour qu'on puisse à peu près travailler sur les mêmes temps et que les réunions soient facilement calables. Ça, c'est nos seules contraintes, en fait. Donc, tu vois, à Barcelone, à Bruxelles, ça s'y prête plutôt bien. Donc, ça s'y prête bien, oui. Et au départ, vous êtes un cabinet de recrutement, au tout départ, il me semble. Comment on recrute chez vous, alors? Donc, ouais, au tout départ, on a un cabinet de recrutement, c'est vrai. JB avait l'idée au début de monter un cabinet de recrutement, et puis notre association tous les 3 a vraiment donné un vrai partenaire RH, recrutement, formation, coaching, bilan de compétences. Et du coup, comment on recrute? Au tout début, on n'était pas forcément les mieux équipés pour recruter nous-mêmes, et finalement, comme souvent, en fait, on est parfois meilleur avec nos clients qu'avec nous-mêmes, donc on s'est un peu ressaisi. On a mis un petit peu de temps, mais depuis, je pense, depuis une bonne année, nos recrutements maintenant, c'est quelque chose d'assez clair. On travaille avec la même rigueur et la même envie qu'avec nos clients, ça c'est sûr. On a les mêmes process de rencontres, les mêmes soins apportés aux personnes qui candidatent chez nous, d'avoir un retour personnalisé systématique. Et ensuite, dans les phases d'entretien, c'est à peu près la même chose qu'en fait ce qu'on propose avec nos clients. C'est une rencontre de qui tu es à travers 2 entretiens, souvent un cas pratique,
Et ensuite, la particularité, c'est pour être rentré chez Boost, il est commun que tu passes un petit coup de fil à tout le monde. Okay. Et après, la deuxième partie, c'est l'onboarding. Ça, pour le coup, on a vraiment fait un gros travail là-dessus l'année dernière, avec un vrai processus maintenant sur 3 à 4 semaines d'onboarding, tu vois, avec quasiment, en fait, chaque jour, tu vois, des tâches à faire, des rencontres à faire, des documents à lire, etc. Un vrai parcours, en fait, qu'on a voulu à la fois complet et en même temps enrichissant et en même temps pas trop lourd non plus. Donc, on l'a étendu au fil du temps. Au début, on s'est dit 15 jours à fond. Et puis, on l'a étendu sur 4 semaines pour donner aussi le temps à la personne de prendre du recul sur son onboarding. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très processé qu'on avait pas au début et sur lequel on a mis beaucoup d'attention. J'avais envie de te poser la question, Étienne, dans vos missions d'entreprise à mission, il y a une mission il y a un objectif qui est l'entreprise ne reconnaît aucun genre. Alors, on connaît bien les problématiques de recrutement sur ces sujets, etc. Et dans mon dernier épisode, j'ai posé cette question à une femme qui disait quelle est ta place de femme dans ce milieu d'entrepreneurs, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi je pose jamais cette question aux hommes ? Et donc, je te la pose du coup. Quelle est ta place d'homme dans ce monde du travail ? Tu vois, t'as de la chance d'être le premier à qui je la pose. Merci beaucoup. Bon courage. Je suis honoré d'être le premier. Quelle est ma place d'homme ? C'est particulier. Moi, la question du genre, clairement, c'est personnellement. Là, je réponds personnellement. Ouais. C'est pas vraiment une question. J'ai pas grandi avec une distinction forte entre les hommes et les femmes, donc j'ai été confronté par la société à cette distinction forte. Donc c'est quelque chose qui continue, tu vois, même à mon âge, à me surprendre encore. Donc ça, c'est ma position à moi. Après, la position de l'entreprise, elle est globalement simple. C'est pas simple de tenir cet engagement parce qu'on est 3 fondateurs hommes déjà. Mais on s'est pas dit c'est pas parce qu'on est 3 hommes qu'on peut pas défendre la mixité, ce qui peut paraître un peu étrange, et pourtant c'est vrai quoi. Enfin, on est 3 hommes par le biais des rencontres, le biais de l'envie d'entreprendre ensemble. Par contre, on n'en a pas du tout pensé. On a toujours pensé notre entreprise comme une entreprise mixte, ouverte, libre d'accueillir tout le monde avec son identité et le genre qui lui convient. Ça, c'est déjà le principe de base. Et ensuite, après, concrètement, nous, comment ça vit cette question du genre ? En fait, on essaye au maximum pour l'interne que ce n'en soit pas une, en fait. Qu'en fait, jamais que l'enjeu du genre ne soit jamais amené sur la table. Tu vois, que ce soit jamais un sujet. Et après, pour nos clients, c'est de sensibiliser au fait qu'aujourd'hui, il est important pour nous et dans une société ouverte et inclusive que la question du genre ne se pose pas en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle ne se pose pas en disant là, il me faut une femme, là, il me faut un homme. Et après, on les sensibilise au maximum. Néanmoins, on garde notre position de cabinet de conseil. Tu vois, on n'est pas dans une logique d'imposer, mais plutôt de dire voilà. En revanche, nous vraiment, on amène au maximum de la diversité aussi dans nos process de recrutement. Tu vois, on amène vraiment un maximum d'hommes, de femmes, même sur des jobs où tu vois, on va avoir un peu des jobs classiques, mais les jobs de commerciaux, on a parfois une population féminine plus rare. On va systématiquement, en tout cas, proposer une sorte de mixité quand même dans nos retours. Et sur votre site internet, je voyais aussi une phrase qui disait que Boost aide les individus et les organisations à tirer le meilleur de leur potentiel en passant d'une logique de ressources à une logique de richesse humaine. Vous parlez de potentiel. Vous pensez que c'est quoi votre potentiel chez Boost ? C'est quoi vos ambitions ? Vous avez envie d'aller jusque où ? Alors là, c'était plus dans une logique de potentiel individuel, mais à la rigueur, déjà, nous aussi, en fait, on a envie en interne, tu vois, de libérer les potentiels individuels de chacun. Comment vous faites ça ? Oui, on se pose souvent la question tous les 3 et puis tous ensemble, et puis aussi en direct avec chacun, autour de est-ce que t'es dans la zone de super pouvoir ? Est-ce que t'as des choses que tu veux développer ? Est-ce que il y a des choses aujourd'hui dans la fiche de poste sur lesquelles tu t'ennuies ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que t'aimerais faire, etc. Donc on repose la question, tu vois, tout le temps de quel potentiel t'as envie de développer et justement vers où t'as envie d'aller pour aller grandir à travers l'expérience Boost. Donc ça c'est d'abord en interne, tu vois, de
de permettre en fait à ces potentialités de sortir et de s'exprimer à travers des changements de fiche de poste, ok, va tester quelque chose pendant quelques mois, va tester une autre manière de faire, apprends. Voilà, il y a vraiment plein de manières de libérer son potentiel. Et après, pour nous, en termes d'entreprise, notre potentiel, en fait, il est assez grand. On a envie d'être impactant positivement pour les gens, parce que nos clients, nos parties prenantes, c'est que des gens, comme la plupart des entreprises, mais c'est vraiment au cœur de notre business model, les personnes et les individus qui composent les organisations. Donc, c'est de libérer les gens au maximum, créer de l'impact positif, donc aller trouver les bonnes personnes pour les bons jobs dans le bon contexte d'entreprise. Ça va être de libérer les potentialités dans les bilans de compétences, tu vois, pour que les gens trouvent leur avenir pro le plus en lien avec leurs aspirations. Et puis sur le coaching, c'est libérer aussi leur potentiel pour que les personnes soient de meilleurs managers, de meilleurs leaders, soient mieux dans leur peau au travail, etc., etc. Et ça, on a envie de le faire finalement à la plus grande échelle possible, mais sans non plus, tu vois, se brûler les ailes et partir dans des investissements à tout va. Aujourd'hui, on a une boîte qui s'est montée sur nos fonds propres, et on a bien envie de continuer là-dessus. Donc avec une croissance, voilà, un développement en tout cas du projet à échelle humaine toujours, et puis avec une volonté, tu vois, de faire grossir le gâteau de manière pérenne, solide, durable, enfin plein de mots comme ça qui sont au cœur de nos ambitions. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ces convictions? Au tout début, je pense que c'est moi, du coup, avant Boost, je me suis formé pour être coach. Donc, je me suis pas mal remis en question. Jean-Baptiste aussi, il s'est beaucoup formé, il a beaucoup lu, il a beaucoup pensé tout ça. C'est un grand adepte de philosophie, donc il s'est beaucoup posé des questions d'ordre métaphysique, très perchées parfois, mais tout de suite tout à fait utiles. Donc je pense on est des gens tous les deux, et puis PE il nous rejoint maintenant, le troisième, et puis finalement tout le monde ici. On est des gens qui se posent beaucoup de questions sur les choses, l'état des choses, et on aime se poser toujours les questions de pourquoi on en est là, et du coup de se remettre les choses en cause pour le bien, pas juste pour faire tourner la roue de hamster. Donc ça, c'est déjà commun. Un peu comment pour le bien commun. Exactement, pour le bien commun. Et ça c'est vraiment une aspiration qu'on a tous les trois. Après, plus concrètement, dans nos aspirations pour Boost, on a récemment, là, sur tout l'aspect gouvernance, on s'est beaucoup inspiré de Frédéric Laloux et de ses propositions d'organisation qui nous ont bien plu. On n'est pas allé au bout du modèle Opal, mais on prend le chemin petit à petit. Et puis moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'inspire beaucoup et que j'ai fait écouter quasiment à tout le monde ici, c'est Mathieu Ricard, le moine, qui a aussi beaucoup pensé son organisation, son association, son ONG, autour de l'altruisme au travail. Et c'est une notion que j'aime beaucoup, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais cette notion d'être vraiment là pour les autres dans l'organisation, et même finalement par rapport à nos clients, dans une logique d'altruisme, de penser au bien de l'autre, dans une vraie logique de la bienveillance, même si ce mot perd un peu de son sens, mais on est vraiment là-dedans, quoi. Dans la logique de bienveillance, c'est vraiment penser le bien pour l'autre. Donc voilà, ça c'est vraiment une source d'inspiration pour avoir créé ce modèle de gouvernance tel que je te partageais un peu plus tôt. Ouais. Est-ce que tu te souviens, toi, d'un moment très particulier dans ta carrière, dans ton parcours, où tu as pris conscience de quelque chose de très fort sur ces sujets-là? Oui. Moi, donc j'ai passé ma première partie de vie chez Coca-Cola, et c'est vrai que j'ai été très rapidement au comité d'entreprise. C'est quelque chose d'important pour moi de participer à la vie un peu off des salariés. Et malheureusement ou heureusement, c'est la vie des entreprises. On a eu plusieurs plans sociaux qui sont succédés. Et je pense que le deuxième, notamment, où j'étais plus en responsabilité et j'avais vraiment à charge de faire avancer les choses pour les salariés, ça m'a fait beaucoup réfléchir au rôle que moi je voulais avoir en fait auprès de ces entreprises-là. Est-ce que j'avais pas quelque chose d'autre à apporter que d'être un responsable marketing comme je l'étais à l'époque, et d'être un peu plus au cœur justement de ces enjeux de gouvernance, d'organisation,
ces enjeux de richesse humaine tels qu'on aime les appeler, et notamment un rendez-vous dont je me rappelle très bien de médiation avec une personne qui voilà, à qui on avait annoncé que son poste était supprimé, qu'elle allait quitter la société, et donc tout un temps de médiation avec la direction et cette personne-là, où je me suis vraiment dit que ma place, elle était davantage là, tu vois, dans ces moments-là, dans ces moments de vie-là pour les organisations, que j'avais quelque chose à y apporter. Donc clairement, oui, quand je dois dire un moment, il y a un moment assez précis qui me vient en tête. Tu t'es dit que t'étais à ta place, ouais. Exactement. Ok. Étienne, qu'est-ce que t'aimerais entendre à ce micro ? Qui est-ce que j'aimerais entendre à ce micro ? J'adorerais entendre Mathieu Ricard, ouais. Tu vois. Rien que ça. Si t'arrives à l'avoir. Mais en fait, si t'as ses coordonnées, n'hésite pas. Je les ai pas. Je vais m'y atteler. Non, mais parce qu'on l'imagine, on le voit très bien dans son rôle, enfin pour ceux qui le connaissent, dans son rôle de moine bouddhiste inspirationnel, qui parle beaucoup du bonheur, notamment. Ouais. Mais on le voit moins sur les questions de relations au travail qui sont au cœur finalement de pas mal de mal-être de notre société, notamment occidentale. Et je pense que ce serait hyper intéressant que lui puisse en parler, qu'il montre aussi comment fonctionne son ONG, parce que voilà, moi j'ai écouté un brief de podcast où ils en parlaient, mais je serais très très curieux que tu ailles un peu plus loin et que tu lui demandes comment il fonctionne, et tu vois, et quelle chose, tu vois, hyper rapide on peut mettre en place en fait en entreprise. Je pense qu'il y a 2-3 réflexes qu'on peut mettre assez vite en place pour changer quand même assez vite l'état d'esprit, mettre beaucoup plus de sérénité, de bienveillance les uns envers les autres. Lui il parle d'amour, nous on en parle aussi d'amour beaucoup en interne. C'est vrai que ça paraît un peu incongru en 2023 dans l'entreprise de parler d'amour, mais en fait si on se recentre, si on parle d'amour de temps en temps, ça change un peu le discours, ça change un peu les types de relations et les types d'interactions que tu peux avoir. Et puis ça fait du bien en fait, tout simplement. Carrément, c'est ça le but ultime quand même, non ? Je crois. Je crois bien. Ce serait quoi ton mot de la fin pour nos auditeurs ? Mon mot de la fin, ce serait d'inviter tout le monde à se poser la question, tiens, demain dans ma boîte, pour y amener quelque chose de plus, qui tend plus vers de l'amour, en tout cas, tu vois, qu'est-ce que je pourrais faire ? C'est vrai que on se pose beaucoup de questions, alors spécialement dans les grandes structures, d'être un maillon de la chaîne et de pas forcément avoir d'impact direct. Mais ça peut être intéressant qu'individuellement, chacun se pose la question, tu vois, qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle ? Un peu comme la même réflexion finalement que sur les enjeux climatiques, tu vois, où on se pose de plus en plus la question, je pense que qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle ? Est-ce que c'est de la consommation ? Est-ce que c'est des actions ? C'est un peu la même chose à l'échelle de l'entreprise, et de remettre un peu d'amour au cœur des relations. C'est qu'est-ce que moi je peux y faire de ça ? Est-ce que j'ai envie déjà ? Mais si jamais vous avez envie, c'est quoi la première chose que vous pouvez faire pour aller dans ce sens-là ? Merci beaucoup. Étienne, je te remercie beaucoup pour ta simplicité. Je te remercie d'apporter le concept d'amour en entreprise, au cœur des relations en entreprise, parce que c'est assez nouveau. On en a parlé, il y a des petites bribes parfois dans le podcast, mais pas dit comme ça et de façon assumée. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour ça, parce que ça me touche. Merci. Merci à toi, beaucoup. Cécile. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!